Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est quand même assez impressionnant d'être là parce que même si j'enseigne à peu près 1600 étudiants par année, j'ai rarement la moitié de ça devant moi. Donc, bienvenue. J'espère qu'on va avoir une conférence qui va répondre un peu à vos besoins. Il faut savoir en fait que je me suis mis en mode agile pour vous aujourd'hui. Je ne suis pas spécialisée dans la gestion de projet. Je ne suis pas spécialisée dans les méthodologies agiles. Par contre, j'adore les habiletés de gestion. J'adore le développement des personnes dans les organisations. Et en fait, je me suis donné comme mission, en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que personne, de participer et d'aider au développement des gens dans les organisations et aussi dans leur vie privée. Donc, c'est un peu ça mon leitmotiv aujourd'hui. C'est un peu pour ça que je suis ici. J'espère ne pas vous endormir et j'espère surtout vous donner des outils intéressants ou du moins une réflexion ou un début de réflexion. Que vous soyez des développeurs, des programmeurs, des employés, des responsables de ressources humaines, des gestionnaires de projets, bien sûr, et des gestionnaires au niveau organisationnel, j'espère être en mesure de vous offrir une réflexion, certes, mais aussi une possibilité de vous remettre en question. Vous avez tous la possibilité de devenir de meilleures personnes. Vous avez tous la possibilité de devenir de meilleurs employés, de meilleurs gestionnaires, de meilleures équipes de travail et en soi de meilleures organisations. Alors, ma présentation, ça va dépendre de vos besoins, tout simplement. Il y a 2 micros dans la salle qui sont en avant. Je sais, vous êtes nombreux et vous êtes stressés. Imaginez-moi sur la scène. Prenez la parole si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, si vous avez envie juste de partager des expériences au niveau de ce que vous mettez en place dans vos entreprises et que vous vous questionnez simplement sur qu'est-ce que je pourrais faire? Quelles compétences je pourrais développer? Les soft skills, les relations interpersonnelles, le leadership transformationnel, celui qui va inspirer, qui va donner envie à votre équipe d'aller plus loin. L'envie à votre équipe aussi de communiquer efficacement, d'être transparente, de ne pas avoir peur de donner son point de vue, de ne pas avoir peur d'exprimer ses opinions. 2 micros donc, sont là pour vous, donc je vous invite réellement, si vous le voulez, à être proactif à ce niveau-là. On va faire un peu comme vous faites avec vos clients finalement, hein. Vous allez leur demander leur avis de temps en temps, j'imagine. Oui? On est d'accord? Donc faites pareil, c'est vous mes clients aujourd'hui. Ça va? Avant de commencer, j'aimerais vous raconter une histoire. Puis je vais poser ça parce que ça me déconcentre. C'est l'histoire de singes qu'on met dans un aquarium. Les 5 singes sont bien évidemment de vrais singes, hein? Ce n'est pas des humains déguisés en singes. Et donc les singes, ce qu'ils aiment dans la vie, c'est manger des bananes, oui? Tout le monde me suit? Donc dans l'aquarium, au centre de l'aquarium, on place un escabeau. Et en haut de l'escabeau, il y a des bananes accrochées. Les 5 singes ne sont pas fous. Ils ont faim, ils grimpent à l'escabeau et vont pour accrocher une banane, ou du moins l'attraper. Et là, détecteur incendie part, de l'eau glacée partout dans la salle. Les singes sont trempés, frigorifiés. Ils ont peur et, bien évidemment, même s'ils vont réessayer à plusieurs reprises d'aller chercher des bananes, les autres vont leur empêcher d'aller les chercher, les empêcher d'aller les chercher. Donc, au fur et à mesure, on laisse aller l'expérience et les singes grimpent, mais les autres, non, c'est pas vrai que moi, je vais me faire tremper, là. Il fait ben trop fret quand ça part. On sort un singe qui a vécu cette expérience et on va le remplacer par un nouveau singe. Un singe qui, lui, n'a pas été témoin de cette expérience-là. Premier réflexe du singe, bien évidemment, il monte. Il va pour accrocher une banane en espérant pouvoir la manger. Mais les 4 autres singes réagissent. Ils l'attrapent et l'empêchent de monter. Il va se réessayer plusieurs fois. Mais les singes qui ont vécu l'expérience, eux, vont aller le rechercher pour le faire redescendre. Au fur et à mesure, on a sorti tous les singes de l'expérience. Tous. Et on a fait rentrer des nouveaux singes. Ils sont maintenant 5 qui ne savent pas pourquoi on n'a pas le droit d'aller chercher les bananes. Mais ils n'y vont pas pour autant. C'est une belle représentation de ce qu'on appelle la culture organisationnelle. Si on avait la possibilité de donner à un singe la parole, un nouveau singe, et lui demander mais concrètement, pourquoi vous n'allez pas chercher les bananes? Il répondrait parce que c'est comme ça. C'est la représentation de la culture
organisationnelle, du moins la culture traditionnelle. Celle où on fait les choses parce qu'il faut faire les choses. Celle où on fait les choses parce qu'on les a appris telles quelles. Parce qu'on nous a dit que c'était comme ça que ça fonctionnait. Parce que ça ne sert à rien de remettre les choses en question. Ça marche, ça fonctionne. Et là, à un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas très souple. Ça ne permet pas beaucoup de flexibilité. Hein? Ça ne permet pas finalement de remettre les choses en question pour se développer. Se développer en tant qu'organisation, bien sûr, se développer aussi en tant que culture. Développer nos façons de faire pour devenir meilleurs. Développer nos façons de faire pour être en mesure ensemble de travailler. Si les singes avaient appris les méthodologies agiles, peut-être qu'un singe se serait sacrifié pour que les autres puissent manger des bananes. Peut-être qu'en soi, à un moment donné, ils auraient questionné le système. Ils auraient remis les choses en question. Ils auraient travaillé ensemble. Ils auraient pris pour acquis que normalement, on peut faire les choses autrement. Parce que les méthodologies agiles amènent ça. Remise en question, flexibilité, adaptabilité. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non, ah merci, je ne vous entends pas bien. Je ne me trompe pas, hein? On s'adapte, on se réadapte. Un plan de présentation, au final, on sait que ça ne marchera pas. On n'arrivera jamais à le tenir comme il faut. Parce que ça change tout le temps, les besoins changent. C'est un peu ça. La méthodologie agile, les méthodologies agiles, parce qu'elles sont nombreuses, on s'entend là-dessus, et souvent pas mises en place d'ailleurs de façon 100% autonome. On est d'accord? Elles sont là justement pour nous permettre d'être plus flexibles, de nous adapter aux besoins, d'offrir des produits de qualité, à des moments parfois plus serrés d'ailleurs dans le temps. Et ça change la manière dont on va gérer nos équipes. Ça change aussi l'autonomie qu'on va demander à nos employés. Les gens à qui, avant, dans le temps, on demandait de faire leurs tâches parce qu'il fallait faire les tâches, parce que c'était comme ça. Maintenant, on va leur dire, non, ce qu'on veut de toi, ce qu'on attend de toi, c'est ta capacité à réfléchir, ta capacité à créer, ta capacité à devenir une meilleure personne. Un meilleur employé, bien sûr, pour toi, pour l'équipe, pour l'organisation, puis pourquoi pas, et ça c'est mon leitmotiv à moi, pour la société. Qu'on soit en projet agile, qu'on soit dans une organisation ou qu'on soit en dehors, développer vos habiletés de gestion, vous remettre en question, être en mesure de voir en vous une meilleure partie de vous-même, puis travailler là-dessus, c'est un peu ça, se développer. Et c'est un peu ça aussi, développer la société, puis avoir un impact par ricochet sur les organisations, sur les demandes clients, sur les demandes de vos collègues, sur la relation que vous avez avec votre patron. Donc, c'est un peu là-dedans que s'inscrit la suite de la présentation. Alors, bien évidemment, je reste quand même une enseignante universitaire, ce qui fait que j'ai un modèle avec des méthodes à vous présenter. Je vais donc vous présenter le modèle sur lequel je me base, qui est le modèle CVF de Quinn, Competing Values Framework. Et je vais vous amener dans cet univers-là de différentes couleurs qui vont teinter finalement vos propres styles de gestion, mais aussi le style de gestion de vos équipes, les styles et la culture même de votre organisation. Puis on va essayer de se questionner. Nous, là, en agilité, là, on se situe où? C'est quoi le rêve qu'on nous vend quand on nous parle de ces méthodologies? Parce qu'on s'entend là-dessus, là, il y a quand même une bonne partie de rêve là-dedans. Là. Hein? Parfois, ça amène plus de travail. On veut gagner du temps, puis au final, on en perd pas mal. Alors, on va regarder où est-ce qu'on se situe, puis comment on peut évaluer notre culture organisationnelle. L'essentiel, ça marche-tu? Oui. C'est de prendre conscience que même si on travaille en équipe, à l'intérieur de nos équipes, on a des individus. Il va y avoir des individus qui sont gestionnaires, qui vont devoir dresser une vision. Pas juste l'écrire, on s'entend là-dessus, mais la partager. Puis quand on partage une vision, il faudrait peut-être qu'elle soit comprise en partant. Ça, c'est encore des habiletés. Alors oui, ça demande de la communication, on s'entend là-dessus, mais ça demande aussi la capacité à vendre une idée. Vendre une idée, c'est au-delà de communiquer. Vendre une idée, c'est avoir confiance en soi. Vendre une idée, c'est croire en l'organisation, croire en son projet. La croyance de ce pourquoi nous travaillons. Si vous ne croyez pas dans ce que vous faites, comment voulez-vous le vendre? Donc on va travailler sur les individus, on va travailler sur les équipes. N'oubliez jamais une chose, si un individu se développe, ça rayonne dans son équipe et ça va rayonner au niveau de l'organisation. Je suis un peu vendue déjà.
Voici le modèle de Queen. En gros, le modèle de Queen se dessine comme suit. C'est-à-dire qu'on prend pour acquis qu'on est capable de marquer sur un diagramme comment les organisations agissent et réagissent. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que c'est autant les organisations que les équipes ou les individus qui peuvent être évalués selon le modèle. Donc, le premier pôle que vous avez, c'est l'orientation interne versus l'orientation externe. Quand on parle d'orientation interne, c'est ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Donc, ici, on parle des relations, on parle de tout ce qui est administratif, paperasse, les relations avec les employés, tout ce qui est communication interne. Quand on va vers l'externe, donc au niveau de l'orientation externe, on est plus vers le marché, la concurrence, l'innovation, les habiletés politiques. Comment on se place? Comment on se fait connaître? Comment on survit aussi en tant qu'organisation par rapport à l'extérieur? Donc, une entreprise va privilégier une orientation plutôt qu'une autre. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à avoir une orientation plus interne. Notamment, on pourrait penser aux entreprises telles que le gouvernement, au sens large. On peut avoir aussi une orientation plus externe, si je vais vous faire le lien, par exemple, avec Google. Google, qui est pas mal à l'externe, donc en mode compétition. Et à l'inverse, pas à l'inverse, mais sur l'autre axe, on retrouve le pôle contrôle et le pôle flexibilité. Quand on parle du pôle contrôle, là, on est dans objectif SMART. Dresser une vision, motiver les gens, contrôler les gens, évaluer, coordonner, planifier. Toutes les activités qu'on met en place quand on fait, par exemple, un diagramme de Gantt, ou d'ailleurs certaines pratiques comme le Scrum, où on dresse des objectifs. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comment ça a été? À peu près ça, là. Je simplifie vraiment le Scrum. Je vous l'ai dit, je n'avais pas vraiment cette spécialité-là à mon actif. Et donc, de ce fait-là, on se retrouve dans le pôle contrôle. En haut, pôle flexibilité, on est davantage dans le relationnel. En fait, pour faire simple, la gestion plus hard se trouve en bas, la gestion plus molle se trouve en haut. La gestion molle, c'est donc écouter nos individus, prendre soin de nos individus, s'assurer que tout aille bien, répondre à leurs besoins, participer à leur développement, leur permettre d'innover, de créer, de s'adapter aux changements. Donc, on est dans la flexibilité. Et là encore, normalement, vous devriez vous y retrouver un peu. Parce qu'on a autant la version contrôle, coordination, production, que le pôle un petit peu plus souple de la gestion, qui est la gestion des relations, davantage, et tout ce qui est gestion du changement et gestion de l'innovation. Ce qui fait que ça nous apporte 4 cadrans. Le premier cadran, c'est le cadran jaune, qui est ici. Le cadran jaune, c'est l'humain. On est donc vers la flexibilité et vers l'interne de l'entreprise. On s'intéresse aux gens. On va les mentorer. On va faciliter les réunions, parler, communiquer, dire, partager les rôles également, bien sûr, s'assurer que tout aille bien. Développement de confiance, développement de connaissances, bien sûr, développement d'habiletés, de compétences. On va travailler là-dessus au niveau du jaune. Ici, les gestionnaires vont avoir comme mandat, finalement, de devenir des gestionnaires coach. Des gens qui sont à l'écoute. Des gens qui vont appréhender les besoins de leurs employés pour être en mesure de leur offrir un développement, de faire d'eux de meilleurs employés. Bien sûr, il y a la responsabilité du gestionnaire, mais il y a aussi la responsabilité de l'employé en soi. Communiquer. Votre gestionnaire, il aura beau vous dire qu'il est disponible, ou une conférencière vous dire qu'il y a des micros. Si vous n'êtes pas capable de vous déplacer jusqu'à son bureau ou jusqu'au micro, vous êtes responsable aussi de la communication. Une communication, c'est les deux. C'est l'émetteur et c'est le récepteur. Une communication, c'est la capacité à laisser ouverte sa porte de bureau, mais aussi à l'autre de prendre le risque d'y rentrer. Ça, c'est le cadran jaune. Un cadran indispensable parce qu'en réalité, sans communication, les autres cadrans vont avoir de la difficulté. Si vous voulez évaluer vos employés, qui est le cadran suivant, le cadran en rouge, qui est plus dans le contrôle, plus dans l'administratif, la paperasse en fait, les évaluations. Si vous voulez évaluer vos employés, vous n'avez pas le choix d'être en mesure de communiquer. Vous devez faire une rétroaction positive ou constructive, que, tu sais, le beau mot pour dire négatif, en fait. Ça, c'est quand ça ne va pas bien. Mais ça aussi, il faut le faire. Et en développant un peu le cadran jaune, vous allez être en mesure aussi de mieux gérer vos propres émotions par rapport aux émotions de vos équipes. S'il n'est pas bon, j'ai dit il, mais ça peut être elle. D'accord? Donc, si il ou elle n'est pas bon, il va falloir lui dire qu'il ou elle n'est pas bon. Puis, il va falloir aller vérifier aussi
si t'es pas bon, c'est peut-être parce que je suis pas bon non plus. OK? Et là, dans ces cas-là, c'est savoir se remettre en question. Quand on est dans le rouge, on est donc plus dans le contrôle. Alors oui, ça prend de la communication, mais ça prend surtout de l'organisation. Planifier, organiser, coordonner, construire, vérifier, contrôler. Ici, on est davantage, finalement, dans toutes les grilles que vous mettez en place, dans toutes les structures de vérification, d'atteinte d'objectifs, par exemple. On est dans le concret. Quand on arrive dans le bleu, on est dans la production. Le bleu, en fait, c'est plus le visionnaire, mais pas le visionnaire dans le côté gestion du changement ou la vision de l'entreprise qui va se développer et avoir plus de parts de marché. Non, pas à ce niveau-là. Plus le visionnaire du fait que nous sommes telle organisation et ce qu'on veut faire, c'est ça. Puis pour y arriver, il va falloir que vous nous ameniez là, vous, nos employés. Il va falloir que vous participiez à cette vision-là. Il va falloir que je sois un bon gestionnaire et que je vous fixe des objectifs qui ont de l'allure. Ça, c'est le cadran bleu. Alors, vous comprenez encore une fois que le jaune vient intervenir. Parce que si vous voulez vendre votre vision, si vous voulez donner envie à vos coéquipiers ou à vos subordonnés, ou même à votre gestionnaire d'ailleurs en passant, de bien travailler, déjà là, travaillez bien. Commencez par vous-même. Et ensuite, exprimez clairement, avec des mots, des objectifs bien pensés, bien mesurés. SMART. Vous connaissez tout ça, hein? Les objectifs SMART? Oui? Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, tout ça là-dedans, hein? Une bonne claque, et c'est parti. On développe des objectifs SMART qui se peuvent pour pouvoir les atteindre. Et surtout, en fait, pour pouvoir évaluer. Hein? On revient au rouge. S'il n'y a pas d'objectif, là, comment on mesure et comment on contrôle? On arrive maintenant dans le cadran vert. On retombe dans le pôle de flexibilité, mais là, on est vers l'extérieur. On est dans l'innovation. La flexibilité pure, en fait. Les startups. Quand on a plein d'idées, quand on veut être le meilleur, quand on pense être le meilleur aussi, tant qu'à ça. Hein? Là, on va aller être ultra compétitif sur le marché, on va développer un produit merveilleux, magnifique. Les rêveurs. Les gens qu'on a parfois de la difficulté à suivre parce qu'ils sont dans l'imagination. Ils imaginent, ils idéalisent, ils sont dans l'idéation. Des indispensables, parce qu'on a besoin de rêveurs. On a besoin de rêveurs pour créer de meilleures entreprises, on a besoin de rêveurs pour créer une meilleure société. Mais comment on rend ça utile? Comment on rend ça pratique? Comment on amène ces idées-là vers un changement? Et aussi vers une acquisition de nouvelles connaissances qui vont nous permettre réellement de nous développer en tant qu'entreprise. Comment, en fait, on fait descendre le vert dans le bleu avec une vision, avec des objectifs? Comment on fait descendre le vert dans le rouge avec une façon de le contrôler, d'aller vérifier, en fait, qu'on est tout simplement capable de créer ce qu'on a idéalisé, notre rêve. Les visions d'entreprise, normalement, c'est du rêve. Ça devrait l'être. Si votre vision est trop facile à atteindre, allez voir plus loin. Parce que si vous créez du rêve, si vous créez du vert, vous donnez envie aux gens qui sont à l'intérieur de votre organisation d'y participer, de construire avec vous, de devenir des membres actifs d'une vision ou d'une idéalisation de votre organisation. Et donc, ils participent, ils s'engagent. Et là, je reviens dans le jaune. C'est ça le modèle CVF. Le modèle CVF, c'est ces 4 données, ces 4 cadrans. Et quand on analyse les entreprises, on est capable bien souvent de se dire, bon, dans le rouge, on sait à peu près quel genre d'entreprise on a. Des entreprises très bureaucratiques la plupart du temps. Dans le bleu, on est davantage dans les entreprises de production. Souvent, d'ailleurs, les TI vont se retrouver dans le bleu tout simplement parce qu'on est dans la production, on est dans la concurrence. Il faut qu'on fasse notre place, il faut qu'on développe des produits rapidement pour répondre aux besoins de nos clients. Mais dans le vert, on a le début des TI. Au tout début, les TI, c'est dans le vert. Google était dans le vert, à un moment donné, ils ont failli se casser la margoulette et ils se sont dit, il faudrait peut-être qu'on structure tout ça. En structurant, on va vers le rouge.
Et bien évidemment, dans le jaune, on a tous les bons penseurs, les gens qui pensent qu'on peut sauver la planète. Des gens comme moi. Ouais. Mais parfois, ça prend du bleu pour y arriver. Ça prend aussi du rouge, d'ailleurs, et du vert. Tout ça pour vous dire, en fait, qu'on a des préférences. Les organisations elles-mêmes ont des préférences. On va privilégier une culture ou des façons de faire. Puis ça va vous taper sur les nerfs, vous, à l'intérieur. Parce que vous êtes, par exemple, vous, un gestionnaire qui avait également des préférences. Vous êtes un employé qui a également des préférences. Des programmeurs qui ont décidé de faire des cours en informatique parce que c'est le fun de faire des codes. Parce qu'ils veulent triper, parce qu'ils veulent créer, parce qu'ils veulent participer à l'élaboration d'un produit final. Parce qu'ils veulent être connus aussi pour ça. Mais ils se rendent compte qu'en fait, ils sont engagés dans une entreprise qui n'est pas du tout, mais pas du tout verte. Elle leur vend du rêve, hein, oui, ça c'est sûr. On fait rêver. Mais en réalité, il y a énormément de contrôle. Il y a beaucoup d'impact fait sur ton nombre d'heures travaillées, l'évaluation à la fin du mois, ta capacité à faire des heures supplémentaires. On est dans le rouge, là, et dans le bleu d'ailleurs. Et donc, de ce fait-là, on crée dans les organisations des frustrations. Des frustrations qui sont uniquement liées au fait que nous avons tous des préférences. Et ce qu'il y a de merveilleux, en fait, à partir du moment où on connaît ce modèle-là, c'est qu'on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses pour la simple et bonne raison que vous savez d'ores et déjà la couleur que vous avez. Vous savez aussi d'ores et déjà la couleur de votre organisation et sûrement la couleur de vos coéquipiers ou des membres de votre équipe. Est-ce que vous voyez un petit peu vos couleurs? Ouais? À partir du moment où vous connaissez vos couleurs et la couleur de l'environnement dans lequel vous évoluez, ou la couleur des personnes avec qui vous évoluez, vous allez pouvoir vous adapter. Parce que l'agilité, c'est bien beau, mais ce n'est pas juste un projet. C'est une capacité aussi pour vous-même de devenir agile. Vous pouvez développer vos compétences pour être en mesure de parler à un bleu, même si vous êtes vert, ou de parler à un rouge, même si vous êtes jaune. Ou, pire encore, ça c'est vraiment difficile, de parler à un jaune quand vous êtes bleu. Les bleus, c'est le résultat, les jaunes, c'est les humains. Oupelaï! On a de la misère à se comprendre. Et je sais que vous reconnaissez en ce moment des gens avec qui vous avez de la difficulté à communiquer. Sûrement parce que, justement, sur ces fameux cadrans, vous n'avez aucun rapport l'un avec l'autre. Mais vous avez un rapport énorme avec le centre. La flexibilité, l'intégration, l'agilité. Amenez les gens au centre. Amenez les gens à se développer pour qu'ils soient en mesure de se rapprocher au maximum de ce point noir. Prenez conscience que si vous parlez à un jaune avec des codes de bleu, il ne comprendra juste pas. Mais vous êtes capable de coder, par exemple. Codez donc en jaune. Forcez-vous. Juste un petit peu. Bien évidemment, vous qui êtes dans la salle, vous n'avez plus d'excuses. Mais attendez-vous pas à ceux qui ne sont pas dans la salle qu'ils en aient là. Hein? D'accord? Ils vont en avoir, c'est ça que je devrais dire plutôt. Eux, ils ne le savent pas tout ça. C'est à vous de faire l'effort. Il n'y a rien de magique. On attend bien souvent, en gestion, au sens large, que les autres changent. Et notre collègue est trop ci, notre collègue est trop ça. Notre gestionnaire est incompétent de toute façon. Ou alors non, il est trop compétent, mais il n'y a aucune compétence en gestion. Souvent ça. Compétence technique. Oui, spécialiste. Mais alors, au niveau de l'humain, c'est l'horreur. Incapable de communiquer efficacement. Mais c'est vous qui suivez aujourd'hui la conférence. Comment on fait pour aller dire à notre gestionnaire qu'il faudrait qu'il se développe? Ça prend de se développer vous-même. Vous devez vous développer. Oui? Y a-t-il une question? Non? J'ai entendu un écho. C'est peut-être moi. C'est mon écho. J'ai l'impression que je me parle à moi-même. Donc, vous devez vous développer. Vous devez développer votre capacité aussi à exprimer à l'autre que vous aimeriez peut-être ça, qu'il soit un meilleur gestionnaire. Est-ce que ça vous parle? Oui? En bas, on retrouve le leadership transactionnel, le contrat. OK? Ce qui vous lie
à votre organisation. Et en haut, le leadership transformationnel. La problématique, bien souvent, en fait, surtout dans les entreprises qui sont très, très spécialisées, c'est que les gestionnaires qui sont nommés au niveau des chargés de projet, donc, on va dire, sont souvent des gens qui sont de compétences techniques, de mêmes compétences techniques que les gens de leur équipe. Donc, en fait, ils connaissent le travail. Ils connaissent quoi faire, comment faire, quand le faire. Et la grosse difficulté pour ces gestionnaires-là, ça va être d'aller chercher justement les habiletés qui sont liées à un leadership plus transformationnel. Difficulté inverse pour le gestionnaire, le passionné en management, qui va débarquer en entreprise et qui, lui, sait tout de la gestion, mais absolument rien de ce que vous faites. OK? Lui aussi, il est chiant, en passant. Non, mais c'est vrai. Et lui, dans ces cas-là, son problème, ça va être de descendre un petit peu de son piédestal et de prendre conscience qu'il faudrait peut-être qu'il communique. Il faudrait peut-être aussi qu'il respecte les compétences techniques des personnes à l'intérieur de l'équipe. Parce que s'il ne le fait pas, le travail ne se fera pas. Un gestionnaire issu du groupe, issu des compétences techniques, il pourra toujours remplacer une ou deux personnes. Il va être brûlé, il va nous faire un burn-out, là, on s'entend là-dessus, mais tu sais, il est capable pour certains aspects. Un leader transformationnel qui arrive mais qui ne connaît rien, à part tout ce qu'il connaît, bien sûr, lui va avoir de la difficulté s'il perd des membres de son équipe. Motiver les gens, c'est oui communiquer, mais c'est surtout les respecter. C'est aussi faire preuve d'authenticité. Une capacité finalement à être vulnérable, à admettre qu'on ne sait pas. Et admettre qu'on ne sait pas, c'est gagner du temps. Parce que si vous prenez pour acquis que vous savez tout, vous allez arrêter d'évoluer et vous allez demeurer un singe dans un aquarium qui ne mange pas les fameuses bananes à sa disposition. Acceptez donc que vous ne savez pas tout. Remettez-vous en question. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, là, mais il faudrait que je dépense en coaching, ça va me coûter une beurrée, qu'est-ce que je fais avec ça? Certes, ça pourrait être du coaching, et c'est sûr, ça pourrait vous coûter vraiment très cher. Mais vous pouvez aussi tout simplement mettre en place dans vos organisations des groupes de co-développement. Parce qu'en réalité, les connaissances et le savoir en matière de développement, vous les avez déjà à l'intérieur de vos équipes. Dans vos équipes de travail, vous avez toutes les couleurs présentes. Le problème, c'est que vous considérez que votre couleur est la meilleure. Or, c'est faux. La meilleure couleur, c'est celle qui se trouve au centre. C'est celle qui fait qu'on partage. C'est celle qui fait qu'on se comprend. C'est celle qui fait qu'on avance plus vite. Au même titre qu'on veut avoir des équipes qui sont multidisciplinaires, on veut surtout avoir des équipes dont les membres sont complémentaires pour ne pas avoir de doublons, pas avoir de perte de temps. Avoir des rôles clairement définis à l'intérieur. Ça, c'est du rouge, d'ailleurs. On veut avoir des rôles clairement définis à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on va aller plus vite. Parce qu'on va se respecter entre nous. On va savoir qui fait quoi, quand, comment, pour atteindre nos fameux objectifs du bleu. Et pour ça, il faut se parler. Pour ça, il faut se faire des rencontres. Pas juste des rencontres sur ce que vous avez fait hier, ce que vous allez faire aujourd'hui, puis ce que vous ferez demain, là. Bien que c'est très bon, hein, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Mais faites donc des rencontres sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez apporter concrètement à l'équipe? C'est quoi vos forces? Puis au-delà de ça, c'est quoi vos difficultés? Parce que vos difficultés en habileté de gestion, j'entends, je ne parle pas de vos difficultés techniques, parce que là, dans ces cas-là, je veux dire, il y a des formations qui peuvent quand même avoir lieu. En habileté de gestion, vos difficultés sont souvent liées à un manque de confiance en vous. En fait, à un manque de connaissance de vous-même. On a toujours des difficultés, vous en aurez toujours, mais vous avez des forces. Puis bien souvent, utiliser vos forces vous permet justement de faire un levier par rapport à vos difficultés. Vous n'êtes pas capable de dire aux gens qui sont bons, être dans le jaune, puis les flatter dans le sens du poil. Parfait. Mais mettez en place un processus de récompense ou de reconnaissance dans le rouge qui va permettre aux gens de se sentir intégrés, de se sentir reconnus. D'ailleurs, un truc rapide, un jaune, là, ce qu'il veut, c'est être aimé. OK? On va clarifier ça tout de suite. Un jaune, lui, il veut aimer. Un rouge, il veut être dirigé. Ou dirigé, d'ailleurs. Il veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Un rouge, c'est bien important, c'est traditionnel, il faut qu'on s'en aille à une place, puis qu'on fasse nos étapes comme du monde.
Un bleu, quant à lui, il veut être le meilleur. Le bleu, là, il a une vision en tête, puis il est vraiment hot. Le vert, c'est plus une image qui me vient en tête. Einstein, vous savez, les cheveux un peu mêlés. La personne qui est inspirée, pas toujours inspirante, mais inspirée, qui a plein de bonnes idées. Tout le monde a une particularité. Et cette particularité, elle est souvent évidente. Elle est facile à reconnaître. Répondez aux besoins des gens. Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. L'empathie. Reconnaître chez nos individus que, bah oui, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et qu'au final, la seule façon de leur faire comprendre, ce n'est pas de les changer eux, c'est de changer notre discours à nous. Reprenez la responsabilité. Arrêtons de la partager à tout le monde. Vous êtes maître de ce qui se passe. Et surtout, dans les conflits, ce n'est pas vrai que c'est l'autre qui est responsable. Vous aussi. Puis vous avez bien beau me dire tout le contraire, je vais pouvoir vous assurer par A plus B que j'ai raison. Au niveau des conflits, vous êtes aussi responsable. Toujours pas de questions? Ça va bien? Je viens vérifier au niveau de mes clients s'il faut que je m'adapte, que je révise les choses. Ça va bien? Super. Donc on continue? Dans le modèle, en plus des couleurs, on a 8 habiletés. Les 8 habiletés en question, c'est des habiletés qu'on peut développer, on peut travailler dessus. En fait, on peut cibler par objectif, tout simplement, les habiletés qu'on voudrait développer en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'équipe, beaucoup plus solide d'ailleurs dans ce temps-là, en tant que levier de changement dans l'organisation, mais aussi en tant qu'organisation d'ailleurs. Donc, dans le jaune, on va retrouver le mentorat et la facilitation. Ce que je disais tantôt, en fait, le mentorat, c'est tout l'aspect coaching, écoute, communication. La facilitation, quant à lui, c'est le spécialiste. Le Scrum Master, je pense, c'est un peu ça que vous êtes censé faire. Vous, vous êtes un spécialiste du processus. Vous facilitez les échanges. Ça se peut-tu? Oui? Je suis pas pire, finalement. Donc, faciliter les échanges, s'assurer que tout le monde communique, que tout le monde ait son mot à dire, qu'on partage l'information, qu'on sache où est-ce qu'on en est. Ça, c'est les 2 habiletés au niveau du jaune. Au niveau du rouge, on est plus donc dans le contrôle, l'évaluation. Et la coordination, les équipes multidisciplinaires, comment on les dessine, comment on fixe les rôles, les responsabilités, comment on départage le tout. Ensuite, on va dans le bleu et on a la direction. La direction, c'est, si vous voulez, un peu la vision du leader qui est en avant puis qui tire sa charrette, avec les autres qui suivent en arrière. Je vais par là, suivez-moi. La vision, les objectifs. La production aussi. Dans la production, là, on a tout ce qui est gestion du temps. Et ce qui est drôle avec ce modèle-là, d'ailleurs, c'est qu'on a aussi gestion du stress. Juste de même, à main levée, est-ce qu'il y en a qui souffrent de stress au travail? Salut! Vous n'êtes pas seul. Regardez-vous. La gestion du temps et la gestion du stress, la capacité à choisir ce qui est important de ce qui est urgent également, d'ailleurs, c'est ça, la production. C'est l'efficience et l'efficacité. Le problème, c'est qu'à coup d'efficacité et d'efficience, on devient encore plus stressé. Parce qu'il faut être encore plus efficace et encore plus efficient. Ce qui est horrible. C'est un peu un cercle vicieux, parfois, sur ce genre de méthodologie. Et dans le vert, on tombe dans négociation et innovation. Négociation, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ici, les habiletés qu'on va aller développer chez les gestionnaires ou les employés, au sens large, c'est les habiletés politiques. Votre capacité à faire valoir que vous valez quelque chose. Votre capacité à vous faire reconnaître par votre gestionnaire. Mais pas juste votre gestionnaire, le gars au-dessus de lui, puis le gars encore au-dessus de lui, la fille au-dessus de lui. C'est bien important. OK? Et ça, c'est... Oui, la fille au-dessus de lui, exactement. Merci. Ça en prend, c'est sûrement ça le message. Et donc, c'est la capacité à se faire reconnaître, le pouvoir politique.
Les habiletés politiques. Et attention, on ne parle pas de Machiavel ici. Hein. On n'est pas dans la fin justifie les moyens, là. C'est pas ça. Ce qu'on va aller regarder ici, c'est les employés qui sont tellement engagés dans leur organisation, qui croient tellement dans l'orientation externe, dans la vision, qui vont en fait voir plus loin qu'eux-mêmes. Ils ne vont pas vouloir être meilleurs pour eux, avoir une meilleure carrière pour eux, gagner plus d'argent pour eux. Non. Ils vont vouloir user d'habiletés politiques pour mettre l'organisation encore plus sur la map, pour mettre les subordonnés, les membres de leur équipe encore plus sur la map, reconnaître les gens, reconnaître nos processus qui fonctionnent, reconnaître le fait qu'en tant qu'organisation, on est hôte, puis on veut que les gens le sachent. De la bonne habileté politique, elle est dépourvue d'ego. Vous savez, l'ego, tout le monde connaît ça, hein? Ça nous travaille, ça nous empêche de dormir le soir. Vous savez, quand vous n'avez pas fait quelque chose que vous aimez dans la vie, le soir, vous vous empêchez de dormir parce que vous auriez tellement dû faire autrement. Hein? Cet ego-là, il n'est pas là quand on est dans la négociation et dans le verre. Puis la négociation, bien sûr, au-delà de ça, là, on s'entend, c'est négocier avec vos clients. Là. C'est faire valoir qu'en effet, vous avez le meilleur produit, puis c'est vous. Et c'est avec vous qu'ils doivent travailler. Et là encore, on est orienté vers l'externe. L'innovation, c'est la gestion du changement. C'est la capacité à le gérer, certes, mais surtout à l'initier. L'initier, le faire accepter, être suivi dans ses idées folles. Et si vous voulez aller dans le vert à ce niveau-là, encore une fois, je le rappelle, allez aussi dans le bleu, dans le rouge et dans le jaune, parce que tout est lié. Si vous voulez d'excellentes organisations, d'excellents gestionnaires, programmeurs, développeurs, tout ce que vous voulez, pensez toujours que c'est avec les 4 couleurs que vous allez pouvoir avancer rapidement et surtout avec efficacité. Et ça demande un certain jeu d'équilibre. Ça demande des habiletés politiques, ça demande une capacité à communiquer, ça demande de bons outils, bien faits, des processus concrets, rationnels, bien montés, partagés, acceptés. Une vision et des objectifs qui sont clairs, des personnes qui ont envie de vous suivre. L'équilibre. Le point central, c'est l'équilibre. Si vous voulez aller dans les détails par rapport au jaune, vous avez ici les compétences qu'on peut développer quand on est dans le jaune. Donc, communiquer efficacement, développer les autres, faciliter des réunions et utiliser le management participatif, la participation. Vous savez, demander le point de vue des gens autour de la table, c'est ça, la participation. Gérer les conflits. À main levée, qui dans les derniers 6 mois a vécu un conflit? Et pélaille. Je pensais que dans les TI, vous n'en viviez pas. Mais non, je me trompe. La gestion de conflits. Et les conflits, on s'entend, ils sont de différents niveaux. Interpersonnels, qui soulèvent certaines émotions. Et en fait, le truc avec les conflits, c'est qu'il y a différentes techniques de les gérer, vous le savez. Notre préférée, bien souvent, c'est celle qu'on appelle l'évitement. Donc, on a un conflit, mais on verra plus tard si on est capable de le gérer. Le gros risque avec ça, c'est que quand il revient, ce conflit-là, il fait encore plus mal. Et il va nuire. Il va nuire à votre productivité, il va nuire à l'efficacité de l'équipe, et en fait, il va surtout nuire aux individus. Et on a beau vouloir tout ce qu'on veut par rapport aux technologies de l'information, sans humain, il n'y en a pas d'organisation. Et si on nuit aux individus, on perd des individus. Dans la gestion de conflits, la meilleure façon de gérer un conflit, c'est l'approche collaborative. Et l'approche collaborative demande une intelligence émotionnelle très élevée et une capacité à communiquer de façon non violente. Et attention, quand je parle de communication non violente, je ne parle pas du fait de ne pas se frapper. Ça, c'est la base. OK?
La communication non violente, c'est la capacité à parler de soi. C'est la capacité à dire à quelqu'un, quand tu m'as insulté tout à l'heure, ça m'a mis en colère. Ça m'a vraiment mis en colère. Moi, j'ai besoin d'être respectée. J'ai besoin qu'on soit capable de travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on avance? Communication non violente. Les faits, les émotions, les besoins, l'action, la demande. Ça s'apprend. Ça se met dans votre vie au quotidien, avec ou sans coach. Juste un journal intime fait vraiment la job. Notez ce qui ne fonctionne pas. Notez ce que vous avez dit puis que vous n'auriez jamais dû dire, parce que vous avez le droit de faire des erreurs. Et lui aussi, ou elle aussi en face, a le droit de faire des erreurs. Mais les seules erreurs que vous pouvez réparer, c'est les vôtres, pas celles de la personne en face. Allez vous excuser si vous avez fait des erreurs. Allez accepter d'avoir eu tort, même si votre ego ne veut pas l'admettre. Vous avez eu tort, puis c'est bien correct. On pardonne plus facilement, hein? J'apprends ça à mes enfants, on pardonne plus facilement quand on avoue notre faute. Ça marche, donc j'imagine que chez les adultes, ça devrait fonctionner aussi. On bâtit des équipes performantes, bien sûr. Et comment on bâtit des équipes performantes en TI, d'ailleurs? En allant chercher les meilleurs, non? Sérieux? Oui? La compétition, c'est sur le marché, non? En termes de recrutement, en ce moment, là, on se vole des personnes d'une boîte à une autre. On va chercher les meilleurs dans les meilleures boîtes de nos concurrents. Non, ça ne marche pas de même. Pour compléter nos équipes, pour être efficace, efficient. Allez, là, on l'assume. OK, je ne le dirai pas tout haut, quoique c'est trop tard. Mais pour aller chercher les meilleurs, c'est drôle, hein? Mais il faut aussi avoir les meilleurs au niveau de la gestion des ressources humaines. Ah oui, ça, c'est mon autre spécialité. Là aussi, là, si on veut être bon au niveau de nos équipes par compétences techniques, on pourrait peut-être s'assurer d'avoir aussi les meilleures équipes en compétences de soutien organisationnel. Les gestionnaires, RH, qui doivent développer des outils extraordinaires pour aller chercher les meilleures personnes. Et pas juste un salaire concurrentiel. Puis les meilleures personnes, en passant, là, souvent, c'est du potentiel. Et le potentiel ne se développe qu'à partir du moment où on laisse le potentiel se développer. Si vous êtes une organisation qui n'en avait rien à faire du potentiel, ça ne se développera pas ben. Mais par contre, ça va sûrement partir chez le concurrent pour aller se développer ailleurs. Et ça, c'est bâtir des équipes performantes. Respecter les compétences. Ouais, je savais que je parlerais trop vite, trop longtemps. On essaie de me dire que je gère très mal mon temps. Mais à ce qui paraît, c'est ça la gestion agile. Donc c'est correct. Donc on va apprendre à mieux se connaître, bien sûr, et à mieux comprendre les autres. Et encore une fois, la communication non violente, c'est un bonbon, hein, la communication non violente. Il y a des livres qui existent, là, ça va vous coûter 30$, puis ça va changer votre vie. La communication non violente au travail, un bijou. Ça prend beaucoup d'expérience pour que ça fonctionne, par exemple. Dans le rouge, on est donc dans contrôler ici, donc vous avez les exemples. Ah oui, un élément important, gérer le flux d'informations. Ça va, vous, la gestion du flux d'informations? Comment ça se passe? Hein? Pas bien? C'est ce que je me disais aussi. D'où l'importance de mettre du rouge un petit peu dans tout ce décorum au niveau des méthodologies agiles. Gérer le flux d'informations, ce n'est pas seulement trier l'entrée, là. C'est aussi vous, dans l'envoi de votre information. Des courriels de 6 pieds de long, personne ne les lit. D'accord? Il y a une technique de base. Vous mettez l'information dans l'objet, puis déjà là, les gens vont pouvoir décider si ça les intéresse ou pas. Okay, c'est un premier tri super intéressant. Ensuite, c'est 4 lignes, 5 lignes. Si ça doit en prendre plus, il y a d'autres moyens. C'est bien beau, là, vos ordinateurs. Je voudrais frustrer personne à ce niveau-là. Mais vous avez aussi le téléphone et les rencontres en personne. Ça existe encore. Et c'est assez magique pour partager l'information. D'accord? Choisissez donc le canal de distribution qui correspond le mieux à l'information que vous voulez partager. Et aussi, si vous recevez une information qui, selon vous,
ne devrait pas se passer par courriel. Renvoyez donc un courriel. On peut-tu se rencontrer? Appelle-moi, ce sera plus rapide. Gérez l'information. Vous êtes responsable de celle que vous envoyez, mais aussi responsable de votre réaction par rapport à la réception de l'information que vous recevez des autres. C'est à vous de développer le rouge, parce que personne ne le fera pour vous. Au niveau du bleu, maintenant, on est dans concurrencer, donc on mobilise les résultats, on développe des objectifs SMART. J'en ai quand même pas mal parlé du bleu. Alors, si vous le permettez, on passe au vert. Vous l'avez permis, merci. On va être agile ici, donc pour gérer le changement, on va penser de façon créative, on va surtout donner la possibilité aux gens de l'être, leur donner du temps. On parlait tantôt dans le bleu que c'était un peu compliqué, la gestion du temps, le stress et tout ça. Sauf que la plupart du temps, si vous dégagez du temps, il va y avoir beaucoup de temps dans ma phrase, je pense. La plupart du temps, quand vous dégagez du temps, les gens ont plus de temps et gèrent mieux leur temps. C'était beau. Parfois, je capote. Dans le vert, donc, on va être le meilleur de nous-mêmes, en fait, si on développe le vert, souvent parce qu'on va envoyer à l'extérieur ce qui est bon en nous. Le vert, c'est la capacité à offrir plus que nous-mêmes, c'est la capacité à développer plus, à amener les autres aussi à développer davantage, c'est à croire en nous en tant qu'individu, mais à croire en nous en tant qu'équipe, à croire en nous en tant qu'organisation et à nous pousser plus loin. Et il faut se donner du temps pour pouvoir le faire efficacement dans un monde où, c'est vrai, il n'y en a pas de temps. Alors bien sûr, j'aurai des questions à vous poser, mais on va laisser faire. Quelle couleur vous représente? Quelle couleur représente votre organisation? Quelle couleur représente les membres de votre équipe? Et au-delà de ça, en fait, le plus important, vers quelle couleur vous voulez aller? Vers quelle couleur, en fait, il semble essentiel de vous diriger à court terme? Le long terme, on verra, on va virer vers le noir, c'est sûr. Quels sont vos besoins, donc, en développement? Et si vous en avez exprimé les dons, ça se peut qu'à l'intérieur de votre équipe, il y ait des personnes qui sont en mesure de vous aider. Et donc, quels sont les besoins de votre équipe, bien évidemment? J'ai commencé ma présentation avec un monocycle. Savez-vous pourquoi? Le monocycle, c'est l'équilibre. Ce qui est important, que ce soit ce modèle ou un autre, parce que vous allez en entendre parler d'autres. J'arrive pas avec la science infuse, là, on s'entend là-dessus, puis c'est même pas moi qui l'ai créé. Je fais juste vous répéter ce que j'ai lu. L'important, c'est l'équilibre. L'important, c'est vous respecter. Vous respectez dans vos forces, vous respectez dans vos limites, mais allez chercher au-delà de vous-même une façon de devenir meilleur et d'amener les autres à l'être. Et quand je dis meilleur, la compétition, elle n'est pas avec votre voisin, elle est juste avec vous-même. Parce que sinon, vous arrêterez jamais là, de vous comparer. Et il y a une phrase, et je vais finir sur cette phrase. On m'a dit que rouler en monocycle devient agréable lorsque l'on accepte que l'on est constamment en train de tomber. La tâche consiste alors à jouer continuellement une force contre une autre, à contrer une traction par un mouvement opposé et à adapter la roue sous soi afin de rester en mouvement tout en maintenant son équilibre et en évitant de chuter. Quand cela fonctionne, on est propulsé dans une forme de déséquilibre soutenu qui semble parfois maladroit et parfois élégant. Je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez apprécié cette conférence. Si vous avez des questions, je ne sais pas. Merci beaucoup, Caroline. Est-ce que je peux vous poser une question? Puis il y a des micros, là, si vous voulez. Il nous reste quelques minutes. Vous êtes dans quel cadran? Est-ce que vous voulez partager ça avec nous autres? En fait, je vais le renvoyer à la salle. Je suis dans quel cadran? Ouais. Je suis pas mal dans le jaune et dans le vert. Ouais. Ouais. Je suis dans le jaune et dans le vert, puis je travaille fort là, pour développer le rouge, puis le bleu. Et vous tendez vers le noir? J'essaie.
J'essaie d'être en Tranquillement. équilibre. Ouais. Mais bravo, vous êtes excellente. Vous nous avez partagé plein de choses super Merci intéressantes. beaucoup. J'ai vu des gens prendre des notes. J'ai tweeté un petit peu quelques éléments visuels aussi parce que je me suis dit que ça peut être utile pour que les gens reprennent l'information. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent réagir sur ce que vous venez d'entendre, ce que vous vivez dans vos organisations peut-être? Alors, peut-être qu'on laissera le tout Si aux vous en conversations avez, sur à la l'heure du limite, lunch. de façon individuelle, c'est ça, je vais rester sur l'heure du lunch, donc ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Excellent. Caroline Ouzio, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.